Le dos des cartes c'est comme ça. Alors moi je suis Faisal, donc la nuit, je travaille pour Philosophia, je suis responsable communication événementielle sur la France. Et c'est la fin. Et ça c'est votre dé de mana. Donc vous avez tous les dés de mana dès le début. Donc vous avez toute la mana possible, toutes les cartes en main pour commencer, donc on peut y aller, on joue. Donc Hachi c'est un jeu à 2 cartes, à combinaison de cartes. Là-dedans avec des decks préconstruits dedans, il y en a 6 au total. L'idée c'est évidemment d'avoir des decks préconstruits mais aussi de pouvoir les défaire pour refaire ses propres decks. D'accord ? La différence par rapport à d'autres jeux de cartes à combinaison type Magic, jeux de cartes à collectionner, jeux de cartes évolutifs, c'est déjà les grandes différences que va apporter Hachi, c'est que la mana qui est représentée par des dés dans le jeu va être tout de suite à portée de main. Il y a 10 dés au total que le joueur va posséder de différents types de magie, il les a dès le début. Et en plus, il va pouvoir choisir sa main de base. La première main qu'il va jouer va être choisie par le joueur. Donc il n'y a plus cette phase de latence qui peut s'installer où on n'a pas de chance au premier tirage, on n'a pas les bonnes cartes, on n'a pas d'énergie ou de mana pour jouer. Là on a directement tout ce qu'il faut pour rentrer dans le vif du sujet. Il va y avoir un suivi qui va être en moyenne de tous les 3-4 mois des extensions. L'idée c'est pas faire des extensions trop rapprochées de façon à ce que les joueurs puissent profiter de ce qu'ils ont. Ils ne soient pas forcément étouffés sous le nombre d'extensions et qu'à un moment donné on en perd le fil. Ok. Allez, moi je pense que t'as mis ton anneau aussi et j'ai gagné. Alors, là non, allez défausser. Donc dans Thunder and Lightning, simplement ça va être l'affrontement de Thor et Loki. Un joueur va incarner Thor, un autre va incarner Loki. L'histoire c'est que Loki a dérobé la couronne d'Odin. Donc Odin envoie son fils préféré la récupérer. Pour cela il lui confie son anneau. Et en fait tout cela faisait partie des plans de Loki qui souhaite récupérer les deux. Donc le principe c'est un jeu plutôt d'affrontement. Et avec un côté stratégique et un côté bluff. Parce que si, en piochant les cartes, on peut se retrouver avec l'anneau dans la main. Donc si le joueur adverse vient vous prendre l'anneau, il a gagné directement. Donc il y a un système où on va placer des cartes sur le jeu avec des unités qui vont s'affronter. Et avoir tout un système où il va falloir poser l'anneau et faire en sorte de le protéger. On peut donner des fausses pistes en protégeant fortement un coin de façon à ce que l'autre s'acharne sur ce côté et pense que l'anneau est là alors que l'anneau est complètement de l'autre côté, ou alors on ne l'a pas encore pioché et à son tour le déborder sur le trail. Alors le jeu de jour ça fait un moment qu'on l'exploite avec les cités perdues, Kamuna, il y a eu Catan de joueurs, il y a eu Targi, il y a eu toute une gamme de jeux de joueurs. Alors le jeu de joueurs se développe de plus en plus parce que les gens jouent maintenant en couple, beaucoup, et c'est en tout cas, vous au niveau de la boutique, je pense que vous le voyez, c'est beaucoup de couples qui maintenant vont acheter des jeux de joueurs pour jouer entre eux. Donc effectivement, on l'a senti depuis un moment que ça allait venir. Avant les 2 jeux de joueurs, ça marchait pas terrible. On a insisté, maintenant ça marche nettement mieux. Parce qu'effectivement, il y avait tout un tas de gens, de couples qui se mettent, de joueurs qui se mettent en couple, ou un joueur se met en couple et fait découvrir le jeu et on a envie de jouer ensemble. Ça c'est des personnages. Alors il y a un côté où votre personnage est simple, de l'autre côté il est devenu fou. Je donne ça vraiment au hasard. D'accord. Et vous allez prendre un certain nombre de points de santé mentale qui sont représentés par ces petits cubes qui sont... C'est du Cthulhu, hein. L'idée est venue de Chuck D. Yeager qui s'est dit moi j'aime Cthulhu. Je crois qu'il avait déjà fait un jeu autour de Cthulhu, dont j'ai oublié le titre, et il a voulu faire quelque chose autour de Pandémie qu'il aimait et autour de Cthulhu qu'il aimait. Il a pris un peu les deux, il a mixé, il nous a apporté le projet. Je t'avouerai que on est un peu geek quand même chez Philo aussi. Donc Cthulhu, ça me plaît bien. Pandémie, c'est un peu aussi l'ADN de Philo. Donc on a pris le projet en charge, on y a fait participer Matt Leacock et on a développé le projet comme ça, de façon à avoir en fait quelque chose d'assez différent de Pandémie, tout en gardant, comme je disais, l'ADN Pandémie. Alors pour ceux qui connaissent Pandémie, effectivement c'est plus du tout la même carte, comme on peut le voir.
Ce qui désigne les villes, c'est plus seulement ici les petites étapes, c'est tout simplement Arkham. Arkham, c'est la ville d'Arkham. Donc quand on parlera de ville, c'est vraiment de tout ça. D'accord. Donc je vous ai expliqué comment on gagne, je vous ai expliqué comment on gagne. C'est bon. Comment le tour de jeu va se jouer? Alors, on fait 4 actions. On pioche 2 cartes là-dedans. Et ensuite, on pioche un certain nombre de cartes ici qui dépend du réveil du grand ancien. Plus les anciens sont réveillés, plus vous allez piocher de cartes et vous rajoutez des cultistes à chaque fois. D'accord? Un cultiste à chaque fois. Si à un moment vous n'avez plus de santé mentale, vous retournez votre carte. Votre personnage est fou et son pouvoir change. D'accord? Au lieu d'avoir 4 actions, vous en avez 3 et chaque personnage il a un pouvoir différent. Alors, l'idée de Pandemic Legacy venait de Matt Leacock, qui avait joué à Risk Legacy, qui est le premier vrai Legacy au final. Est venu de là, il voulait vraiment faire un truc autour de ça. Donc on a réuni les deux auteurs et ils ont développé le jeu. Ensuite, est-ce qu'on va se lancer forcément que dans des Legacy? Bah non. On peut pas tout faire Legacy, faut pas non plus voilà, trop de Legacy, tu le Legacy comme on dit. Pourtant on va voir, je pense que de plus en plus on entend parler de plus en plus de jeux qui vont être Legacy. Donc je pense que Risk Legacy, je vais dire une bêtise, c'était 6 ans, 2009, un truc comme ça, 2009-2010. Donc le principe, ils ont ouvert une voie, on s'attendait je pense à l'époque à en voir beaucoup plus. Ça a mis du temps et là, Pandemic Legacy a connu un franc succès au niveau mondial, donc je pense que ça va ouvrir la voie à pas mal de choses en termes Legacy. Après, Seafall sera le premier Legacy à être développé exclusivement autour d'un jeu. C'est-à-dire qu'avant, bah, voilà, c'était autour de Pandémie, ça a été autour de Risk. Seafall sera vraiment le premier entièrement fait que pour ça. Ça va être un jeu avec donc, ce système Legacy, donc de campagne, avec modification du plateau de jeu, modification des cartes, amélioration définitive en termes de matériel. Ça va être un jeu sur le thème de l'essor des bateaux, la piraterie, etc., etc. Et le principe, c'est que contrairement à Pandémique, c'est qu'on n'est pas dans un jeu de coopération, donc on est dans un jeu d'affrontement. On va même dans un jeu de 4X, c'est-à-dire exploration, extermination, aidez-moi les gars, extension et... Extermination, expansion. Ouais, bon bref. Un jeu où on va se développer, récolter des ressources, etc., etc. Donc il va falloir explorer, Quoi? Exceptionnel, voilà. 4 fois exceptionnel, donc... donc là, on sera encore dans une logique différente. Je pense qu'on a observé 2 choses. Il y a des joueurs que ça a énormément enthousiasmé, qui se sont dit « Oh, mon Dieu, faut y aller, c'est le truc de fou, faut y aller. » Il y a des joueurs, notamment... On le sent un peu plus en France, je ne sais pas comment vous l'avez senti vous, mais nous en France on a senti un effet frein. Alors que les anglo-saxons, les Allemands, qui sont pourtant très frileux, eux se sont jetés à fond dans l'aventure en disant « Pouf, on y va, ça va être un truc de fou ». En France, tout de suite, les premiers messages qui sont arrivés « Ouais, mais comment je vais revendre mon jeu? Comment je vais pouvoir le rendre réutilisable ?» Au lieu de peut-être de réfléchir, d'avoir ce feeling sur le fait que vous allez vivre une aventure, une expérience de jeu unique. Et effectivement, on sent qu'en France, il y a eu un frein à ça. Ça n'a pas empêché le jeu de fonctionner, hein, faut pas, voilà. Mais c'est vrai que l'enthousiasme au niveau de la communauté francophone de jeu, en tout cas nous a paru, peut-être qu'on se trompe, mais beaucoup moins important qu'au niveau du reste du monde. Au niveau du reste du monde, ça a été rien que au classement BGG, Board Game Geek, c'est le jeu qui est un peu, je le dis, la référence mondiale, en tout cas au niveau anglo-saxon, aussi mondial, il faut dire ce qu'il y a, de site de référencement de jeux de société, c'est le jeu qui est arrivé le plus rapidement à la première place. C'est un jeu il est sorti à Essen en janvier, donc octobre 2015, début janvier 2016, il était numéro 1. Donc en moins de 3 mois, personne n'avait vu ça avant, donc il y a eu... il y a eu un enthousiasme assez important autour du jeu. Ici, on est dans cette enquête, la deuxième enquête du jeu, Sherlock Holmes commence à 12. Si Sherlock Holmes arrive à 0, il a résolu l'enquête avant vous. D'accord? Si à un moment donné, vous n'avez plus d'opportunités, de suspects ou de motifs du crime à vous mettre sous la dent, vous avez perdu. Si ce marqueur qui représente les échappatoires possibles du criminel dépasse 20, vous avez perdu.
Si vous confirmez les 3 pistes ici sans être arrivé à 20 pile poil avec ce marqueur, vous avez perdu. Voilà. Et vous souhaitez gagner? Ah oui, super. Pour gagner, c'est très simple. Ce marqueur doit être à 20 pile poil. Et vous allez c'est beaucoup de questions de tout pile dans ce jeu. Et vous devez avoir confirmé les 3 pistes. C'est très important, il doit être à 20 tout pile avant de confirmer la 3e. Beyond Baker Street, c'est un jeu de déduction avec thème Sherlock Holmes qui reprend la mécanique centrale d'Anabi, c'est-à-dire que vous allez avoir des cartes tournées vers vos collègues. Le but, c'est effectivement il y a eu un crime, on va avoir une carte qui va représenter un crime, qui va donner la position initiale de Holmes sur une certaine échelle, quelques conditions liées à la victoire, et le but, ça va être de trouver le bon suspect, en faisant des associations de cartes, tout simplement, trouver le bon suspect, trouver le mobile, trouver l'opportunité du crime en faisant vous avez des scores à atteindre en posant des cartes avant que Holmes ne le fasse lui-même. Donc il y a toute une course contre plus on se donne d'indices, plus on défausse de cartes, plus Holmes va avancer vite. Et nous devons trouver ces 3 pistes avant que Holmes n'arrive au bout. Donc quand vous allez piocher la dernière carte bouffe ici, le jeu s'arrête. D'accord, on résout la dernière phase de nourriture des poissons, le jeu s'arrête et on va compter les points. Comment on se compte les points? Alors c'est très compliqué. Ce poisson avec une étoile vous rapporte 1 point. Ce joli poisson avec 3 étoiles vous rapporterait 3 points. D'accord. Et ensuite on va regarder les collections. Alors Aquarium, c'est un jeu qui était déjà édité, dont on a repris les droits, qui était un peu anonyme dans son édition. On a repris les droits et grosso modo c'est un jeu de gestion d'aquarium. Le but ça va être de collectionner les poissons, de les faire se reproduire, de pouvoir les nourrir, et c'est un jeu en fait où toute la gestion du jeu va se jouer déjà sur le fait de collectionner, mais sur le fait de pouvoir influencer. Il va y avoir un marché, on va influencer ce marché au moment des achats. Quand un jour dire j'achète, on va pouvoir l'influencer soit en le modifiant, soit en faisant varier les prix, et toute la finesse du jeu va être un peu dans ce côté fourbe de savoir quand lâcher, dire bon bah ok, je vais pas jouer mes cartes pour influencer le marché parce que j'ai envie de les garder pour un moment plus stratégique, ou les jouer maintenant parce que j'ai pas envie qu'ils se développent, ou je dois récupérer quelque chose moi-même dessus. Toute la fourberie du jeu va se jouer sur ce timing de savoir quand être fourbe, quand savoir lâcher, et sur une gestion des perles qui représente l'argent qui est vraiment très, très fine. On n'a pas beaucoup d'argent, on n'en gagne pas beaucoup, et il faut y faire très attention parce qu'à un moment donné, si on ne peut pas payer pour nourrir nos poissons, on a beau avoir le plus bel aquarium du monde, les poissons s'ils ne sont pas nourris, ils finissent, voilà, vous savez. Entre risque et pandémie, il y avait ce Number One Legacy, on peut plus y jouer maintenant. C'est le moment où cette interview ne ressemble plus à rien.